Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous un bon point d'entrée en date d'aujourd'hui sur la compagnie Bureau Veritas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, c'est uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc Bureau Veritas, c'est une compagnie qui est spécialisée dans l'inspection et la certification. Donc c'est un spécialiste dans tout ce qui est certification et inspection, que ce soit au niveau infrastructure, agroalimentaire, matières premières, marine offshore. Ils font un peu de tout. Dans tous les cas de figure ici. Notre analyse va se baser ici sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow, ainsi que la qualité du dividende si dividende il y a. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on constate ici que sur les 10 dernières années, on a à peu près des revenus croissants aux alentours de 4%. Sur les 5 dernières années, 1,83%. Sur les 3 dernières, 1,27%. Donc, la croissance tend à ralentir. Mais attention, vous notez qu'en 2020, il y a eu un ralentissement. Donc, ce ralentissement-là entraîne également une baisse de cette croissance-là, mais par rapport à l'année entre 2020 et 2021, il y a 8% de croissance. Donc, techniquement, voilà, c'est à peu près, on reste sur la même tendance que 2019. Donc, c'est une compagnie qui a une légère petite croissance, mais voilà, sans plus. Donc, ici, en termes de croissance, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre croissance zéro, simple. Je vais prendre ici une croissance zéro, juste parce que je me dis qu'avec la période actuelle, c'est assez compliqué. Maintenant, ici, ce qu'on essaye de faire, c'est une estimation. Maintenant, si vous pensez qu'on peut avoir une croissance plus élevée, vous avez juste à rajouter la croissance de toutes les façons. Donc, c'est uniquement matière à réflexion ici. Donc, pour la croissance, je mettrai 0, ça nous facilite la tâche, d'accord? Donc, ça peut être, si c'est plus élevé, tant mieux. Si c'est au niveau de 0, tant mieux également pour nous. Donc, au niveau des revenus, ici, on constate que c'est une entreprise qui revient à peu près à ses revenus de 2019. Donc, en 2021, on est à 4 milliards 981. Donc, je vais mettre ici 5 milliards, juste pour arrondir. Donc, les revenus de 2021, on s'entend qu'en de 2019, donc on s'entend qu'en 2019, on avait à peu près 5 milliards 100. Donc, je vais mettre 5 milliards ici, simple. Donc, on va le noter ici, 5 milliards pour le revenu. Donc, ici, après ça, c'est la dette nette. Donc, la dette nette, je vous ai toujours dit, on recherche valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. D'accord? Et vous trouvez la dette nette. Donc, ici, quand je regarde sur mon logiciel, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Qu'on a une dette nette aux alentours de 1 milliard 529 millions donc, en termes d'euros, 1 milliard 529 millions. Donc, ici, on prend la dette nette, on met ça ici, 1,529, d'accord? Donc, maintenant, le PER moyen. Donc, c'est une compagnie ici, vous constatez qu'on a à peu près des marges très élevées. C'est une compagnie qui exerce dans le secteur du consulting. Donc, les marges, les dépenses en capital ne sont pas très élevées. Enfin, entre parenthèses, parce que qu'on va revenir sur les dépenses en capital tantôt. Donc, vous constatez ici que c'est une entreprise, généralement, quand on regarde sur Morningstar ici, donc par rapport à l'évaluation, on constate qu'en moyenne, elle s'échange à 37 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Donc, c'est pas parce qu'on s'échange à 37 fois les bénéfices que je vais forcément prendre 37. En date d'aujourd'hui, c'est 26 fois les bénéfices. Donc, ici, moi, je recherche une moyenne. Je ne vais pas au-delà de 25 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre 20, 22, 25 en termes de moyenne. Mais également, normalement, il faudrait comparer cela par rapport à la moyenne de l'industrie. Malheureusement, ici, on n'a pas l'information par rapport à la moyenne de l'industrie. Mais dans tous les cas de figure, si je le considère par rapport au S&P 500, voilà, on peut se dire qu'on a 20 fois les bénéfices. On est un maximum par là. Mais, à la fin de la journée, le plus important, généralement, c'est de savoir si le PER actuel correspond à ce qui se passe généralement dans l'industrie. Donc, je prends ici 20, 22, 25. Et sachez que quand les taux d'intérêt augmentent, les PER auront tendance à diminuer. Faites très, très attention. Donc, faites attention aux PER très, très élevés. D'accord? Donc, ici, on va prendre des PER de 20, 22 et 25. 20, 22 et 25. D'accord? Maintenant, le nombre d'actions ici, on va rapidement, donc le nombre d'actions, on vérifie. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète généralement ses actions? Donc, on constate ici qu'on a à peu près 448 millions en 2012 et on a toujours 455 en date d'aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a une légère émission d'actions ici, les actions augmentent légèrement, mais il faut savoir pourquoi. Dans tous les cas de figure, ici, on mettra 455 millions d'actions. Donc, si on est moins, tant mieux. Si on est plus, au moins, on sera protégé au maximum. Donc, ici, au niveau des free cash flow, voilà. Donc, c'est l'occasion pour moi de parler des free cash flow. Ici, vous allez constater une chose. Au niveau des bénéfices nets ici, vous constatez que les marges nettes ici sont aux alentours de 8,45%, 2,12% dans la moyenne. Regardez ça. On est aux alentours de 7%, ici 7,5% en moyenne. D'accord? Mais les free cash flow, vous constatez qu'on est aux alentours de 10%, 12% en moyenne. D'accord? Sur les dernières années, ici, c'est 13% par là. Donc, ça a complètement changé sur les dernières années. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une modification comptable. Et vous ne le voyez pas ici sur les états financiers de Morningstar ou bien sur Yahoo Finance. Parce qu'en fait, par exemple, ce sont les loyers en particulier. Les loyers ici sont mis comme charge, mais au niveau du cash flow from financing, donc du cash de financement. Donc, c'est un peu considéré comme une prise de dette ou bien un paiement de la dette. Or, ça doit être considéré ici comme une charge
au niveau des net cash by operation. Donc ici, je vais vous le mettre en français. Donc on va le faire ça ici. Donc FR, je vous ai montré comment on le fait généralement. FR. Donc on fait ça là. Voilà. On attend. Et voilà. Donc, au niveau des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, normalement, on devrait mettre les loyers, mais en négatif. Mais on met les loyers qui sont ici, d'accord? C'est autres activités et financement, ce sont les loyers. Donc, on les met dans l'onglet flux de trésorerie net provenant des activités de financement. C'est ça qui fausse le résultat, d'accord? Pourquoi? Parce que quand je vais dans les rapports financiers, oui, vous allez constater une chose. Ici, on a 790 700 000 en décembre 2021. Donc, on va vérifier ici, ça correspond à peu près à ce qu'on a ici. Ouais, 790 millions par là. Donc, ils ont arrondi à la dizaine près. Donc, ici, c'est correct. Donc, quand on va à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a 790 millions ici, d'accord? La dépense en capital expenditure, c'est 121 millions qui est là, d'accord? Acquisition d'immobilisation corporelle et incorporelle, c'est la dépense en capital, d'accord? Et quand on arrive à ce niveau-ci, remboursement d'intérêts de location, plus intérêts impayés, tout ça, c'est par rapport à la location des bâtiments. Ça devrait être comptabilisé dans cette partie-ci. Donc ça, on devrait plutôt le mettre ici. Je ne sais pas pourquoi dans la comptabilité européenne, c'est le cas, mais c'est quelque chose dont vous devez faire très, très attention quand vous regardez les free cash flow. Ne les prenez pas comme ça, juste en vous disant que oui, le logiciel tel dit que les free cash flow sont de tel niveau. Non, il faut les arranger à nouveau. C'est pour ça que quand le management me mentionne, parce qu'il me mentionne également qu'ils ont des free cash flow de près de 650 millions par là, donc en faisant le calcul 791 moins 121, donc ils ont des free cash flow de 670 millions. Même le management le mentionne. Je pense que c'est un peu malhonnête de leur part. D'accord? Parce que ça fausse complètement le résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a près de 200 millions ici qui ne rentrent pas dans ma poche. D'accord? Si cette entreprise était un immeuble, et qu'on vous mentionne en réalité que 670 millions doivent rentrer dans votre poche sans vous dire que dans ces 670 millions-là, on doit payer par exemple les taxes municipales. Est-ce que c'est de l'argent qui va rentrer? Est-ce que c'est de l'argent réel qui rentre dans votre poche si on n'a pas enlevé les taxes municipales? D'accord? Vous voyez où se situe le problème. Ce qui veut dire qu'il faut réarranger à nouveau ces états financiers-là. C'est la raison pour laquelle il faut connaître, il faut savoir lire un bilan comptable. C'est très important. Si vous ne savez pas le faire, allez acheter un ETF. C'est mieux. D'accord? Il y a plusieurs formations qui peuvent vous le montrer sur Internet. Mais c'est quelque chose, c'est pas que c'est complexe, mais avec l'habitude, ça vient. D'accord? Donc ici, quand j'arrange à nouveau les free cash flow ici, je me rends compte qu'en moyenne, les free cash flow sont de 10%. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on a la variation qu'on avait ici était tout à fait correcte aux alentours de 10%. D'accord? Donc, depuis 2019, on a des variations très, très élevées. Donc, c'est par rapport à la nouvelle loi comptable, sans doute. Donc, on prendra 10% ici en termes de free cash flow. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut généralement lire les rapports financiers. Et quand vous arrivez ici, faites attention, j'avais déjà dit faites attention. Mon Dieu, mon français est en lambeaux. Donc, faites attention aux remarques ici, les notes 12, 29. Ça veut dire qu'il faut aller lire la note 12 qui va vous expliquer exactement c'est quoi ici. D'accord? Quand on arrive à ce niveau, donc est-ce qu'ils mettent il faut aller lire la note, ici la note 15 qui vous donne les raisons de cet intitulé-ci. C'est très important. En fait, le plus important dans les rapports financiers, hormis la raison pour laquelle les revenus sont élevés ou pas, la stratégie, le salaire du management et tout le reste, c'est de savoir pourquoi les notes, c'est de lire les petites notes devant les différents intitulés. Parce que c'est là où se cachent généralement les informations. Vous voyez, c'est tout. Regardez, la note 1, par exemple, c'est toute une information. La note 1 vous explique, par exemple, ici, information générale. Après la note 1 ici, qu'est-ce qu'on a? On va aller rapidement ici, ça rame un tout petit peu. Donc, on va prendre ça là. Donc, fait marquant de l'exercice, etc. Il faut lire les notes. Les notes et les annexes sont très, très importants. Je dirais même que passer plus de temps à lire les notes et les annexes, c'est tout autre chose. D'accord? Or, quand on fait une analyse ici qu'on appelle généralement fondamentale en se basant uniquement sur le quantitatif, ça ne vous donne aucune information sur les notes. D'accord? C'est pour ça que quand je vous dis lisez vos rapports financiers, c'est pas juste des paroles en l'air. C'est parce que c'est là-bas que se trouve la véritable information. Pas juste sur les états financiers. Ça, c'est 50% du travail. Vous voyez, si j'avais pris 600 millions ici, je me serais trompé royalement. On aurait déterminé que cette entreprise est sous-évaluée. Et je vais vous le montrer tantôt tout à l'heure d'ailleurs. Donc ici, on a pris ici 10% de marge bénéficiaire, d'accord? Donc on va revenir au niveau du dividende ici. Donc, vu
qu'on a pris tous nos éléments ici, je vais revenir ici. J'ai pris comme PER 20, 22, 25. C'est PER ici, c'est pas valeur d'entreprise sur EBITDA. J'ai pris ici comme free cash flow 500 millions, d'accord? Donc 10% de 5 milliards, ça donne ici 500 millions. Donc à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, ça fait 18,72 €. 22 fois les bénéfices ici, fois 500 millions, moins la dette nette, ça fait 20,93 €. Et 25 fois les bénéfices, ça fait ici 24,24 €. D'accord? Donc, où est-ce que je vais me situer personnellement? Je vais me mettre aux alentours de 20,93 €. D'accord? Donc, je n'essaye pas d'être très, très optimiste ni très, très pessimiste, même si j'aurais une préférence ici pour le 25, mais vu que la période actuelle, c'est assez compliqué. Au moins, je sais qu'aux alentours des 20, 25 €, voilà, la valeur d'entreprise se situe à ce niveau-là. Je ne prends pas de croissance ici parce que de toute façon, même si j'ajoute une croissance de 2% ou 3%, ça ne va pas changer grand-chose dans nos calculs. D'accord? Donc, si j'avais pris ce que le management me mentionnait, par exemple. Admettons que j'avais pris 670 millions de free cash flow, comme mentionné par le management. On allait constater qu'on a une sous-évaluation ici. Donc, l'entreprise ici, en date d'aujourd'hui, coûte aux alentours de 24 € et on allait déterminer qu'elle vaut 33 €. Donc, faites attention aux états financiers uniquement. C'est de l'information, mais cette information-là n'a aucune valeur si vous ne lisez pas les rapports financiers pour soutenir ces résultats-là. D'accord? Donc, quand je vous donne les informations aussi par rapport aux états financiers, c'est déjà pour gagner en temps, pour déjà voir si l'entreprise est attrayante au prix actuel. Et on peut déjà déterminer ici que, voilà, imaginez que cette entreprise s'échange à 100 fois les bénéfices. D'accord? Alors qu'on constate qu'elle a une croissance de 3% en moyenne sur les dernières années. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'elle s'échange à 100 fois les bénéfices. On peut clairement voir qu'elle est surévaluée ici. Donc, quand on fait les recherches nécessaires, on peut clairement avoir déjà l'information ainsi que les différentes questions qu'on peut poser en lisant les rapports financiers. D'accord? Donc, ici, au niveau de Bureau Veritas, la valeur de l'entreprise, je dirais aux alentours de 21, 25 € par là. Donc, idéalement, j'aimerais l'acheter aux alentours des... Voilà, personnellement, ça, c'est mon prix. D'accord? Vous pouvez avoir un prix tout à fait différent parce que moi, j'ai des exigences en termes de performance totalement différentes des vôtres. D'accord? Si, par exemple, vous êtes là pour le dividende, en date d'aujourd'hui, l'entreprise vous distribue un dividende de 2,2%. Ce qui veut dire que si, en date d'aujourd'hui, cette entreprise était considérée comme un bâtiment, comme un immeuble en fait, et qu'elle génère 500 millions de free cash flow, et que vous l'achetez en date d'aujourd'hui à 10 milliards 910 millions, d'accord, elle va vous générer un rendement à peu près de, donnez-moi juste un instant ici, donc à peu près ici de 4%, donc on fait 0,5 ici divisé par 10,91. Donc ça nous donne ici un rendement aux alentours de 4,58%. Ça, c'est le rendement que vous allez avoir. D'accord? Par rapport, c'est peut-être on va se dire que c'est votre cap rate. D'accord? Si vous considérez, c'est comme ça qu'on réfléchit quand on essaie d'analyser une entreprise rapidement. On réfléchit en termes de rendement. Si le rendement était de 10%, prenez toujours l'analogie de l'immeuble. Si c'était un bâtiment présentement que j'achetais au prix actuel et qui me reversait tel montant de free cash flow, j'aurais eu un rendement de 10%. Ça va très vite en termes de calcul comme ça. C'est la même chose. Donc, quand on prend le rendement du dividende ici, ça veut dire que le 4,58% ici, d'accord, de dividendes potentiels à 100% de free cash flow, on s'entend qu'on ne paye jamais 100% ici. Donc, à 2,20% ici, c'est largement couvert. Donc, à peu près, ça revient à un payout ratio aux alentours de 50% par là. Donc, au mieux, vous aurez 4,58%. Maintenant, ça ne représente pas une opportunité d'investissement donc au prix actuel, ce qui veut dire que nous, on cherche un rendement de 10%. C'est-à-dire que si cette entreprise présentement qu'on achète en date d'aujourd'hui nous reverse un rendement au prix avec des free cash flow de 500 millions qui représente un rendement de 10%, ça veut dire qu'on devrait l'acheter avec une capitalisation boursière aux alentours de 5 milliards. D'accord? Donc, 5 milliards ici représente par exemple une décote de 50%, donc aux alentours de 12 € l'action. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, pour moi, Bureau Veritas ne représente plus une opportunité d'investissement. Et ce n'est pas mon problème de savoir qu'elle s'échange à 37 fois en moyenne les bénéfices. Non. Peut-être pendant plusieurs années, elle était surévaluée. Vous constatez donc pourquoi c'est une aberration généralement d'acheter une entreprise, voilà, la considérer comme étant une obligation. Regardez toutes ces années où quelqu'un a fait par exemple du DCA. Vous ne gagnez pas d'argent. Peut-être que vous avez peut-être encaissé des dividendes, mais vous ne gagnez rien du tout. Dans le sens où pendant 13 ans, donc pas 13 ans, à la fin de la journée, pendant 9 ans, vous avez eu un rendement peut-être équivalent aux dividendes versés ici, sans plus. Je dis bien sans plus. Peut-être que votre PEU est baissé, etc., mais vous ne gagnez pas grand-chose. Techniquement, si vous faites, sur 5 années, si vous faites moins que le marché, vous avez perdu de l'argent. Bon, si vous faites moins bien que le marché, vous avez perdu de l'argent pour tout l'effort que vous êtes en train de mettre. Parce qu'en achetant les actions, vous faites un effort. D'accord? Vous faites l'effort de prendre la peine de lire les rapports financiers, ça vous prend plus de temps. Mais si vous traitez les actions comme par exemple des ETF, genre en prenant, voilà, les ETF ne demandent pas beaucoup d'efforts. Ça demande un tout petit peu d'efforts, pas beaucoup, d'accord? C'est pour ça que quand on dit revenu passif, en parlant de bourse, en parlant d'investissement dans les dividendes dans les entreprises, ça me fait rigoler. C'est sûr que le dividende, vous l'avez sans rien faire, entre parenthèses. Parce que sans rien faire, ça fait, vous monitorez l'entreprise chaque trimestre. Vous lisez les rapports financiers chaque trimestre pour voir si le scénario de départ est toujours d'actualité.
D'accord? Donc, Bureau Veritas, ce n'est pas une opportunité d'investissement. Mon prix idéal aux alentours de 12 euros par là, l'action. Si ça n'arrive pas à ce niveau-là, on passera à autre chose. Mais dans tous les cas de figure, c'est une entreprise extraordinaire qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. D'accord? Si vous arrivez à l'acheter au bon prix, tant mieux. Pour ceux qui l'ont acheté, par exemple, aux alentours de 2020 à 17-18 euros l'action, vous n'avez pas un mauvais prix. Attention, vous avez un très bon prix. D'accord? Parce que si on regarde par exemple ici, ça vous donne par exemple, votre rendement est plus élevé que le nôtre. D'accord? Donc ici, si on fait 17 divisé par 24, ça veut à peu près 70, donc 30% de décote par là. Donc à peu près par rapport au prix, c'était peut-être aux alentours de 7 milliards par là. Donc vous avez un rendement potentiel par rapport aux dividendes ici de log 2. Ici, ça fait à peu près 7%. D'accord? Donc vous avez un très bon prix. Vous avez un bon prix. Maintenant, si l'entreprise venait à s'échanger en dessous de ce montant-là, de ce 17-là, vous pouvez acheter plus. Mais en date d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire du DCA sur cette entreprise ou bien d'en acheter plus. D'accord? Donc, dans tous les cas de figure, c'est juste mon avis. Faites vos propres recherches et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.